OK, donc on va continuer. Donc, dernière vidéo, on a vu les 7 étapes, là, définir l'objectif, faire la collecte de données, créer l'architecture du modèle, entraîner le modèle, convertir le modèle, exécuter l'inférence, évaluer, déterminer, puis faire la boucle. Recommencer jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc, définir l'objectif. Donc, avant de commencer à implémenter n'importe quel algorithme, il est nécessaire d'établir le plus précisément possible ce qu'on veut faire exactement. Que ce soit à l'aide de l'intelligence artificielle ou non. En as-tu besoin de l'intelligence artificielle? Si oui, OK. Sinon, faites-le pas. C'est beaucoup trop de travail. OK? Si je parlais d'une table de sinus, ça va être, un petit microcontrôleur de toaster fait ça. OK? Une table de sinus, là, tu rentres dans Excel, ça va être moins compliqué de. En tout cas, bref. C'est ça. Si l'intelligence artificielle est requise, alors l'objectif doit être clair car il influencera précisément la prise de données d'apprentissage. C'est important de savoir c'est quoi qu'on veut le faire apprendre parce qu'il faut faire le choix des bonnes choses à lui faire apprendre. Et ça va être important d'avoir autant d'objets ou ben pas juste des objets, mais des, des données qui donnent une réponse valide que des données qui donnent des mauvaises réponses pour qu'ils soient capables de discriminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Okay? Ça se peut que ce soit pas un classement noir ou blanc. Ça se peut aussi que ça soit une droite ou que ça soit une courbe. Faire générer une courbe s'approcher. Ben, d'ailleurs, on le fait avec le sinus, mais ça pourrait être quelque chose de particulier avec une forme particulière, reconnaître des formes particulières aussi. Reconnaître, c'est du classement, mais on peut faire l'inverse. On peut, à partir de une valeur ou un choix ponctuel, on génère une forme d'onde. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, on peut faire bien des choses là, avec ça. Euh, Qu'est-ce que je disais donc? Oui, j'ai mis un petit exemple. De la même manière qu'un parent surveille l'environnement d'apprentissage de son enfant ou qu'un jardinier place un tuteur près d'une jeune pousse afin qu'il pousse droit et qu'il apprenne selon notre objectif. C'est la même chose avec les étudiants. On veut qu'ils apprennent d'une certaine façon parce que des fois, ils ont tendance à se promener d'un bord puis de l'autre. Écoutez ce que je dis. Puis écoutez ce qu'Éric dit, sinon il vous frappe. Moi, j'ai pas besoin de vous frapper, il vous frappe assez. Fait que c'est correct. Ok, c'est bon. Faire la collecte de données. Donc, la collecte de données, c'est la prochaine étape. Une fois que tu as défini l'objectif, on fait la collecte de données. Je dirais que c'est une partie qui peut être très longue. Je donnais l'exemple du capteur d'humidité. Imaginez faire l'apprentissage de ça, ça veut dire qu'il faut que je prenne tous les types de terreau, que je prenne des données avec toutes les valeurs d'humidité, que je les mélange, que je fournisse ça à mon truc. Mais il faut que je fasse ma prise de données. Il faut que je sache exactement combien d'humidité que j'ai mis dans ma terre. Il faut donc que je la sèche à 100% asséchée, donc 0% d'humidité, dans tous les types de terreaux, sans les scraper, puis que je rajoute, pas goutte à goutte, mais pas loin, de l'humidité jusqu'à temps qu'il soit à 100%. Et entre chaque étape, je prends mes mesures d'humidité pour pouvoir faire apprendre à mon réseau de neurones les différentes valeurs d'humidité en fonction des types de terreaux. Ce qui veut dire qu'il faut tout que j'identifie, que j'étiquette chacune de mes valeurs, de mes data, mes données. OK? Donc ça, c'est la collecte de données. Il est difficile de savoir combien de données il est nécessaire pour l'apprentissage de notre machine, mais la règle du pouce est habituellement le plus de
bonnes données différentes il y a, le mieux c'est, évidemment. Vous devez amasser des données qui représentent toute la plage des conditions ou des événements qui peuvent survenir dans le système. S'il y a des événements, des trucs, un changement d'humidité ou un changement de température brusque, ça va changer la lecture? C'est à voir. Ça devrait pas. Justement, la réponse au final, c'est que ça serait... c'est que ça devrait pas. Mais justement, il faut s'assurer qu'il y ait des données dans des cas particuliers pour être capable de le faire apprendre comme il faut. Les prédictions ou les comportements les plus difficiles à faire apprendre doivent être représentés avec plusieurs occurrences différentes au travers des différentes données d'apprentissage. Oh, je dois dédoubler certaines données pour qu'ils apprennent plus ce genre de trucs-là. Okay? L'étiquetage, le labeling en anglais, chaque occurrence des données doit être correctement étiquetée ou labellée afin d'identifier précisément le résultat attendu de la machine. C'est super important parce qu'on doit être capable de les retrouver, de les débugger. S'il y a des problèmes avec des données, ça se peut, hein, des fois on prend des données puis ils sont mal étiquetées. Ou sont pas adéquates. On s'en rend compte après avoir fait apprendre des choses à notre réseau. Donc, dans le cas de notre capteur d'humidité du sol, il devrait y avoir la valeur précise de l'humidité du sol, ce qui veut dire qu'il faut la mesurer précisément avec les moyens lents et fastidieux, ce qui veut dire peser la quantité d'eau, peser la quantité de sol, puis avoir le pourcentage d'humidité massique. On peut même ajouter la quantité volumique. On pourrait le faire apprendre les deux en même temps. Ça serait cool. Hein? Ça pourrait être intéressant. Donc, le processus d'association des données avec la classe de comportement ou de réponse est appelé l'étiquetage ou labeling en anglais. Bon, c'est pas mal ça. Type d'entraînement, on va voir seulement l'entraînement supervisé, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on utilise des données comme ça, du big data, c'est supervisé parce qu'on lui dit « Ah, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça c'est pas correct. » Donc ça c'est supervisé. La façon d'apprendre non supervisée est beaucoup plus complexe parce qu'il faut qu'il s'auto-supervise lui-même. Je pense toujours aux étudiants. Les étudiants font pas ça ici. En tout cas, pas tous. OK. Lorsque les données enregistrées doivent tenir... Oui, c'est ça. Doivent tenir compte du temps. Oui, c'est important ça. Si tes données sont séquentielles dans le temps, ou du moment où elles ont été enregistrées, il est important de noter la période à laquelle la machine rafraîchira cette valeur. Ce qui veut dire qu'on doit, quand on l'étiquette, on doit dire dans l'étiquetage c'est quoi la période de prise de valeur. Parce que ça va influencer c'est comme si je vous fais jouer un CD, puis je vous dis pas la fréquence d'échantillonnage du CD, puis là, vous devez faire le système. Si vous lui dites pas comment la lire, la donnée, avec quelle fréquence, ça va donner un résultat complètement à côté de la traque. Tu sais, un sinus qui est supposé d'osciller à 1 Hz, puis tu réduis la période parce que tu as pris des points puis tu les as rapprochés, ben, il sera plus à 1 Hz, il va être à 2, 4, 8 Hz, ça dépend de la distance. Okay? Donc, c'est important de donner la période des points qui sont pris dans la prise de données. Donc, je donne l'exemple, je reviens avec mon capteur d'humidité. J'ai la capacité, la température qui est prise aux 10 minutes, puis j'ai la conductivité électrique parce qu'elle, elle évolue pas tant que ça dans le temps, fait que je la prends aux 30 minutes. Bon, ça me fait sauver de l'énergie sur mon système. Donc, ça peut être intéressant. Fait que quand je prends mes données, ben, je l'identifie. OK?
je vais parler de tenseur. Bon, un tenseur, c'est un tableau. Okay? Un tableau qui peut être plusieurs dimensions. Pourquoi ils ont appelé ça un tenseur? Moi, ça m'énerve quand ils inventent des termes comme ça. En tout cas, moi, je dis moi, là, mais peut-être que j'ai pas la vérité infuse, mais un tenseur, pour moi, ça n'existait pas il y a 20 ans, mais peut-être que je connaissais pas ça. Ça se peut. Okay? Pascal, il a l'air à dire que non, un tenseur, ça existait, mais il dit parce que j'ai pas un doctorat. Je sais pas. OK. Ben, mais bref, c'est un tableau de données. On peut le voir comme un tableau, il peut être plusieurs dimensions. Par contre, justement, on va parler, c'est quoi la dimension? C'est la note qui est importante. Donc, la dimension, c'est le nombre de données par, par ligne, par colonne, par profondeur, et ainsi de suite. Okay? Il peut y avoir plus que 3 dimensions dans un tenseur. Okay? On n'est plus juste en 3D, là. On peut être en plus que ça. Il n'y a pas de limite. Okay? Puis c'est pour ça qu'un réseau de neurones peut devenir super intéressant parce que l'être humain, on n'a pas cette capacité de se représenter plus que 3 dimensions. La quatrième, pour nous, c'est le temps, mais c'est pas toujours vrai. Okay? Je vais parler d'un scalaire. Un scalaire, c'est un seul nombre. 0 dimension. C'est un tableau de 0 dimension parce qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne. C'est un seul nombre. Okay? Un vecteur, c'est une seule ligne. C'est une ligne de données. C'est une liste à une dimension. Puis, sous Python, ben non, c'est pas. Ben oui, c'est Python, mais sous TensorFlow, on va utiliser parenthèse 6, parenthèse. Ça veut dire qu'il y a une seule dimension avec 6 données dedans. OK? Si on a plus de 2 dimensions, ben là, la virgule, il y a un autre élément après. Mais il n'y a pas de virgule après le dernier élément. OK? Ça, c'est du Python. Fait que si on a 2 dimensions à 3 éléments dans chacune, ça donne 3 par 3 donne 9. Ça donne une matrice. On appelle ça une matrice. Une matrice, c'est 2 dimensions. Okay? C'est un tenseur 2D. Okay? Un vecteur, c'est un tenseur 1D. Une matrice, c'est un tenseur 2D. Puis sinon, ben, c'est un tenseur tout court. Donc, on peut avoir un tenseur 2, 3, 3. Ça veut dire qu'on a 2 matrices de 3 par 3. Donc, ça donne une matrice de 3 par 3. Et là, si vous regardez les crochets, là, ça marche. Okay? Ça a l'air lourd, là, mais c'est ça. Les crochets, ça va être dans le Python qu'on va... Bon, on devrait coder ça, mais pas tant. Okay? C'est pas ça le but, là. On ne fera pas de Python. Très peu. Vous allez voir, c'est ce qu'il va y avoir à faire, je vais vous le dire quoi faire. Okay? Ça va ressembler pas mal à ce que vous connaissez de la programmation. OK. Fait que c'est pas mal ça que je voulais dire au niveau des termes, des terminologies. Là. Ça, c'est quand même important là, pour que vous compreniez. Donc, une fois qu'on a pris nos données, donc on a nos données, on a fait des tableaux de données, là, il faut le fournir. Mais avant de le fournir, il faut créer la structure, le modèle. On appelle ça l'architecture du modèle. Une architecture, hein, c'est la structure d'une maison, mais tu as la structure du réseau, donc du réseau de neurones, donc qui est le modèle. Donc le modèle, ça peut être par exemple, ben moi, j'ai 3 entrées. Si je prends l'exemple de mon capteur d'humidité, j'ai 3 entrées, capacité, température de la Terre, puis conductivité électrique, puis j'ai une sortie. Mais entre les deux, je ne sais pas. Je peux avoir plus que ça. Je peux avoir plein de neurones. Je peux en avoir 16 de large, puis 16 de profond. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a à apprendre. Si c'est complexe à apprendre, puis qu'on doit discriminer des choses qui sont raffinées, je vous donne un exemple. Tu dois raffiner plus,
si tu dois, par exemple, avoir des multiples contours. Si c'est une courbe super complexe avec des micro-oscillations, plus tu vas avoir de changements dans ta courbe, plus tu as besoin de neurones pour le faire. OK? C'est pour ça que reconnaître un visage puis pas se tromper, ça en prend des neurones. Parce qu'il y en a des courbes sur un visage. Il y a juste l'œil, la couleur, tous les différents paramètres, la couleur de la peau, la couleur d'un œil, le nombre de poils que tu as dans le visage, la forme de ton nez, les lunettes que tu as dans le visage, ainsi de suite. Tout ça doit être appris. Donc, il faut que ça rentre dans un paramètre mathématique. Fait que ça prend beaucoup de neurones. Okay? Dans notre cas, dans le cas du capteur d'humidité, c'est pas un projet que j'ai terminé. C'est un projet qui est en cours. Donc, je ne sais pas combien ça va prendre de neurones. Je commencerai avec une valeur. Je commencerai en fait par 16. 16 puis 2 couches cachées, mettons. Donc, 32 neurones en tout, plus les neurones d'entrée, plus les neurones de sortie. Ce serait quelque chose comme. Puis on verra. Et le jour que je l'aurai, je le mettrai dans ma doc, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. En fait, on n'a même pas le système de fait. C'est plate. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va utiliser TensorFlow. On va faire ça plus tard. On va utiliser ce modèle-là, quand il va être converti, va rouler dans le Arduino Nano BLE Sense. Oui, effectivement, quand vous pensez au modèle, vous êtes limité, hein? Si vous pensez à un modèle qui va faire plein de features, ben oubliez l'Arduino Nano. OK? Il faut penser que vous allez utiliser quelque chose qui est embarqué, qui n'a pas beaucoup de puissance de calcul. Fait qu'il faut penser à comment je vais faire l'architecturer, ça se dit pas. Donc, maximum, là, 200 neurones, là, c'est pas mal le max, je pense. Puis c'est peut-être trop même. Moi, ça dépend de la vitesse à laquelle on veut que ça réponde. C'est sûr que si on veut que ça réponde aux 5 secondes, peut-être qu'on peut en faire plus que ça, il n'y a pas de problème, mais on va être limité en mémoire. Donc, il y a deux limites, hein, la vitesse de calcul puis la quantité de mémoire, c'est ça qui va nous limiter. Fait que ça, c'est important d'aller chercher. Sinon, ben, il y a toujours les FPGA. Ça, encore là, il va falloir penser quelle grosseur de FPGA, puis quelle vitesse il va rouler pour faire la job. OK, mais... donc, on va commencer pour que vous fassiez la main. C'est sûr qu'on va commencer par des petits neurones, des réseaux de neurones simples avec des données qu'on va être facilement générer là, avec des équations pour juste se faire la main avec les outils. Okay? Ça va être la première chose. C'est pas mal ça. Fait qu'on va générer des tableaux, puis on va envoyer ces tableaux-là un à un pour qu'ils apprennent. Générer des fonctionnalités à partir des données. Comment on fait pour transformer des données qui sont séquentielles avec une fréquence d'échantillonnage si, justement, la fréquence d'échantillonnage n'est pas la même pour chacune des données? Là, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a moyen de faire en sorte qu'on va... On pourrait, par exemple, faire la moyenne sur les données qui en a le plus pour en avoir une seule à la fin, puis on rentre la moyenne. Moi, ce que je trouve en faisant ça, c'est que tu fais un calcul, puis tu modifies la valeur originale de la donnée. Moi, je préférerais d'envoyer la donnée brute, puis de la processer dans le réseau de neurones. Par contre, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle un fenêtrage.
pour être capable de le faire comme il faut. J'explique ce que ça veut dire. Imaginez que vous avez des données. Ça, c'est la période, à chaque fois qu'il y a une étoile, ça veut dire que j'ai une prise de données. Okay? La conductivité électrique, elle est prise aux 30 minutes, ce qui veut dire que, puis l'autre est aux 10 minutes. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une étoile, chaque colonne, c'est un 10 minutes. Fait que je pars, je prends ça, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Oh, là, je suis rendu à 30 minutes en tout. Fait que vous voyez que j'ai une conductivité électrique qui est prise. 10 minutes, 10, 20 minutes, 30 minutes, 10, 20, il y en aurait une 30 là. Si je fais un Moyen-Âge, ben j'aurais plus quelque chose comme ça. Je prends toujours la dernière donnée, puis celle-là, ben comme elle a été prise il y a longtemps, ben elle serait un peu moins précise dans la prise de décision parce que ça fait déjà 30 minutes qu'elle a été prise, quoique bon. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir l'évolution des deux autres, la capacité et la température. Peut-être que ça pourrait améliorer la précision. Fait que ce que je ferais, c'est que je prendrais pas juste 3 entrées, mais j'en prendrais 7. Je prendrais 7 entrées tout le temps. Ça pourrait être intéressant parce que là, ça nous donnerait une évolution dans le temps en plus des valeurs. Et ça peut être intéressant. Peut-être pas aussi, là, mais ça vous donne cette possibilité-là. Peut-être même que ça serait plus intéressant d'en rajouter plus. Si vous voulez avoir un historique sur l'évolution des données, ben, on rajoute dans le temps des valeurs, puis on va se rajouter des entrées qui vont aller chercher ces valeurs-là, qui vont les faire rentrer dans le réseau de neurones. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant. Par contre, évidemment, si on rajoute tout ça en entrée, ça veut dire de la puissance de calcul. Fait que là, on est limité. Surtout sur un... Ben, l'Arduino Nano BLE est quand même assez performant. Hein. C'est pas un 68... pas 68... voyons, c'est quoi le numéro? 328P. L'Atmega 328P, c'est pas un processeur très très performant. Il a quand même de l'âge. Il n'a pas évolué. Il ne s'est pas amélioré. Puis il ne s'améliorera pas non plus. Ça reste un 328P. Okay. Par contre, celui qui est sur le BLE, c'est un ARM, l'équivalent d'un ARM qui roule... Non, c'est pas un ARM. Oui, ça doit être un ARM. Mais il est donc pas 8 bits. Enfin, j'en vérifie. J'ai pas vérifié ça, c'est quoi le processeur qu'il y a là-dessus, mais je sais qu'il clenche. Ben, pour être capable de gérer du Bluetooth, il faut qu'il soit capable de rouler assez vite, là, fait que c'est déjà pas pire. OK. Si la puissance de calcul du processeur le permet, il est aussi possible d'appliquer la fenêtre au complet sans faire de moyenne. Bon, c'est ce que j'explique. L'évaluation de la sortie du réseau se fait sur la fenêtre au complet à chaque période la plus courte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut déplacer la fenêtre, puis on refait le calcul. Comme ça, si on a des prévisions qui peuvent arriver entre-temps, on n'a pas besoin d'attendre une demi-heure pour avoir la prochaine fenêtre. On peut décaler la fenêtre, puis on a toujours nos 7 données. Fait que on est capable de faire de la prévision aux 10 minutes. C'est quand même très bon. Fait que ça veut dire qu'on pourrait avoir une valeur d'humidité aux 10 minutes, ce qui est super intéressant. Pour être capable de faire rentrer nos valeurs, on l'a vu, on l'a survolé au dernier cours, au dernier vidéo, pas le dernier vidéo, mais un des deux premiers vidéos, là, partie 1 et 2, là. Je parle des fonctions d'activation. Les fonctions d'activation ont toujours des entrées, pas des entrées, mais des sorties de 0 à 1. Ce qui veut dire que l'entrée du prochain neurone est aussi 0 à 1. Fait que la plupart des neurones, en fait, ben, en majorité des neurones, sont avec des entrées de 0 à 1 ou de moins 1 à 1 dans certains cas.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir des valeurs qui oscillent entre 128 et plus 128 et moins 128, puis on ne peut pas avoir non plus 1 million ou plus moins l'infini, là, ça ne marche pas. Okay? Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on normalise les valeurs. Donc, normaliser la valeur, ça veut dire qu'on divise par la valeur maximale que peut prendre notre paramètre, notre valeur en tant que telle. Imaginez qu'on a une valeur qui oscille entre moins 128 à 128 ou de 0 à 128 ou quelque chose comme ça. Ben, le maximum, c'est 128 en valeur absolue. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes données puis je vais les diviser par 128. Fait que j'ai un exemple ici, là, justement. Imaginez que mes données, là, c'est un vecteur qui a 1, 4, moins 24, 83, 107, 59, 36 dedans. Ben, si je le normalise, je divise tout par 128 et ça me donne un nouveau vecteur qui va avoir des valeurs normalisées. Donc, c'est comme si je travaillais avec des rapports. Fait que ça veut dire que je peux rentrer dans n'importe quel neurone qui va avoir des entrées entre moins 1 et 1. Fait que j'ai pas besoin de modifier mon neurone, j'ai juste à normaliser mes valeurs. C'est beaucoup plus facile. Ça, je peux parser ça, je peux utiliser je peux utiliser Python, puis faire traiter toutes mes valeurs pour qu'il y ait des plages entre moins 1 et 1. C'est beaucoup plus facile que de le faire par mon processeur. Surtout si c'est un Arduino Nano BLE. Ça va? Fait qu'on va devoir utiliser de la normalisation dans nos affaires. Entraînement du modèle. Comment on entraîne le truc? Ah, c'est ça le touché. Combien de temps là? Je pense que je vais arrêter ça là pour tout de suite. Oh yeah, j'arrête ça là. Vous allez pouvoir prendre une pause puis je recommence dans le prochain vidéo. Ciao, ciao!